La voix de David Moreau au téléphone était prudente, mesurée. « Lucas, il faut que tu viennes à mon cabinet aujourd'hui. C'est au sujet de Michel. » Ma main se crispa autour de ma tasse de café. Michel Dubois était mort depuis 2 mois. Un cancer, 67 ans, parti en 6 semaines après le diagnostic. Nous étions amis depuis l'université, associés depuis 20 ans, témoins l'un de l'autre à nos mariages. J'avais parlé à ses obsèques, tenu la main de sa femme Sylvie à la réception, n'avais pas pu dormir pendant des semaines après. « Qu'est-ce qui concerne Michel ?» demandai-je. « Il a laissé quelque chose pour toi, un colis avec des instructions très précises que je ne devais te remettre qu'aujourd'hui. » David marqua une pause. « Exactement 60 jours après sa mort, Lucas. Il m'a fait promettre. Il a dit que tu comprendrais pourquoi en le voyant. » Je pris la route de son cabinet dans la matinée. Ce matin de septembre était vif. Les feuilles commençaient tout juste à roussir. À 65 ans, je pensais en avoir fini avec les surprises. Ma vie s'était installée dans une routine confortable après le chaos de l'industrie technologique. J'avais vendu mon entreprise il y a 5 ans, pris ma retraite, fortuné, passé 2 ans à voyager avant que ma première épouse, Catherine, ne meure soudainement d'un AVC. Puis vinrent les années sombres, la solitude, la maison vide, jusqu'à Vanessa. Je l'avais rencontrée à un gala de charité il y a 4 ans. Elle avait 42 ans, belle, attentionnée. Son fils Kyle avait alors 19 ans, étudiait le commerce. Elle avait divorcé, était en difficulté, et moi je me noyais dans le chagrin. Nous nous étions mariés au bout d'1 an. Michel avait été le seul à sembler réticent, mais j'avais interprété cela comme de la surprotection. Maintenant, il était parti. La secrétaire de David me conduisit dans son bureau. Il se leva, me serra la main, puis sortit un petit paquet de son coffre-fort. Une clé USB dans une enveloppe scellée, avec mon nom écrit de l'écriture distinctive de Michel. « Il a enregistré ceci 3 semaines avant sa mort, » dit David doucement. « Il a été très clair. Regarde-le seul, puis appelle-moi. » Je rentrai chez moi. Vanessa était à son club de lecture, ne reviendrait qu'en soirée. Kyle était supposément dans son appartement près du campus, bien que ce soit moi qui paie le loyer et que je ne le vois jamais vraiment aller en cours. J'allais dans mon bureau, fermais la porte à clé et branchais la clé USB. Le visage de Michel remplit l'écran. Émacié par le cancer, des tubes à oxygène dans le nez, mais ses yeux étaient vifs et clairs. « Lucas !» dit-il, utilisant le diminutif que lui seul employait. « Si tu regardes ceci, je ne suis plus là, et j'ai besoin que tu écoutes attentivement. J'ai besoin que tu me fasses confiance une fois de plus, comme quand nous avons créé l'entreprise avec rien d'autre que des prêts étudiants et un rêve. » Il toussa, prit une bouffée d'oxygène. « Ta femme Vanessa et son fils Kyle prévoient de te tuer. » J'appuyais sur pause, fixais l'écran. C'était de la folie. Michel avait pris de lourds antidouleurs ces dernières semaines. Ce devait être une sorte de délire, quelques fantasmes paranoïaques causés par les médicaments. Mais la voix de Michel avait été ferme, claire. J'appuyais sur lecture. « Je sais ce que tu penses, que j'étais défoncé, que je voyais des choses. J'aimerais que ce soit vrai, mon frère. Mais j'ai passé mes dernières bonnes semaines à faire enquêter le neveu de Sylvie sur certaines choses qui me tracassaient. Tu te souviens de Jake, le détective privé? Ce qu'il a trouvé. » Le mâchoire de Michel se contracta. « Ce qu'il a trouvé est sur cette clé. Documents, enregistrements, photos, tout ce dont tu as besoin. » Il se pencha plus près de la caméra. « Vanessa t'a épousé pour ton argent, Lucas. Seulement pour ton argent. Elle et Kyle ont déjà fait ça avant. Son premier mari, celui dont elle disait qu'il l'avait quitté pour une autre femme, il est mort. Tombé dans les escaliers de leur maison 6 mois après avoir changé son assurance vie pour la désigner bénéficiaire. Classé accident. Le mari d'avant est mort d'une crise cardiaque à 46 ans, 3 mois après leur mariage. Avait aussi mis à jour son assurance. » Ma bouche devint sèche. « Je ne peux pas prouver que ces morts étaient des meurtres, mais je peux prouver ce qu'il prévoit pour toi. Ouvre le dossier intitulé « Plan actuel ». Jake a des enregistrements audio.
Kyle est un imbécile. Il parle au téléphone comme si personne ne pouvait l'entendre. Ils ont souscrit des polices d'assurance vie en ton nom. Ils contrefont ta signature. Ils ont quelqu'un qui va faire passer ça pour un cambriolage qui a mal tourné. C'est prévu pour le mois prochain, quelque part en octobre. Michel toussa encore, son visage se contractant de douleur. Le deuxième dossier contient leur relevé financier. Vanessa a transféré de l'argent de tes comptes vers des comptes offshore aux îles Caïmans. De petites sommes que tu ne remarquerais pas, mais ça se monte à presque 200 000 € sur 3 ans. Elle est prudente, patiente, mais elle se prépare à s'enfuir après ta mort. Il essuya ses yeux. Je suis désolé, mon frère. Désolé de ne pas pouvoir être là pour t'aider à traverser ça. Désolé de n'avoir pas insisté davantage quand tu sortais avec elle. J'ai vu que quelque chose clochait, mais tu semblais heureux pour la première fois depuis la mort de Catherine. Et j'ai pensé que peut-être j'étais juste surprotecteur. Sa voix se brisa. Porte ça à la police, à David. Protège-toi. Et Lucas, ne leur fais pas savoir que tu sais. Pas tant que tu n'es pas prêt. Ces gens sont dangereux. La vidéo se termina. Je restai assis dans le bureau obscur pendant 1 heure. Mon esprit repassa les 3 dernières années. L'attention de Vanessa quand nous nous étions rencontrés pour la première fois. Comme elle avait rapidement emménagé dans ma maison. Comment elle m'avait encouragé à mettre à jour mon testament, à consolider mes comptes pour une gestion plus facile. La façon dont elle me poussait toujours à prendre les vitamines qu'elle achetait. Des spéciales, disait-elle, pour les hommes de mon âge. Les vitamines? J'allais à la salle de bain, trouvais le flacon, l'ouvris. Les pilules semblaient normales, mais les mots de Michel résonnaient. Ne leur fais pas savoir que tu sais. Je pris une photo des pilules, les mis dans un sac de congélation, les remplaçai par des vitamines similaires de la pharmacie. Puis j'ouvris les dossiers sur la clé USB. Jake Rodriguez avait été minutieux. Il y avait des enregistrements audio de Kyle parlant à sa petite amie du « vieux » et de comment il serait bientôt riche. Des photos de Vanessa rencontrant un homme que Jake identifiait comme Raymond Torres, un braqueur condamné qui avait été libéré de prison 8 mois plus tôt. Des relevés bancaires montrant les virements offshore, des documents d'assurance contrefaits, 3 polices totalisant 5 millions d'euros, toutes souscrites dans les 6 derniers mois. Et le plus accablant, un enregistrement de Vanessa et Kyle dans ma propre cuisine, parlant alors qu'ils pensaient que j'étais parti jouer au golf. La voix de Kyle. « Maman, tu es sûre que ça ne prend pas trop de temps? Ça fait presque 1 mois avec les pilules. » Vanessa. « Ces choses prennent du temps. On ne peut pas que ce soit évident. La digitaline s'accumule lentement. Ça ressemblera à une insuffisance cardiaque. Un homme de son âge, personne ne posera de questions. Mais si Torres devient impatient et fait quelque chose de stupide, il ne le fera pas. Tu le payes assez. Après la mort de Lucas, on partage l'assurance et l'héritage. La maison seule vaut 3 millions. Puis on disparaît. Nouvelle identité, nouvelle vie. Kyle, tu as 22 ans. Tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie. J'en avais assez entendu. J'appelais David Moreau. Tu l'as regardé, dit-il quand il décrocha. Tout. Oui. Jake Rodriguez est-il toujours disponible? Michel l'a gardé sous contrat jusqu'à la fin. J'ai son numéro. Jake arriva chez moi 2 heures plus tard. Il avait la trentaine, l'œil vif, bougeait comme quelqu'un qui avait vu le combat. Nous nous assîmes dans mon bureau et je lui dis ce que je voulais. Il nous faut plus de preuves, dis-je. Assez pour qu'il ne puisse pas s'en sortir en parlant. Et je veux attraper Torres aussi. Je les veux tous. Jake hocha lentement la tête, ses yeux gris fixés sur les documents étalés entre nous sur la table de la cuisine. Les pilules qu'elle te donne, laisse-moi les emmener à un laboratoire que je connais. Un endroit discret, des gens en qui j'ai confiance. Si c'est vraiment de la digitaline, comme ils l'ont dit dans le rapport médical, c'est une tentative de meurtre, pure et simple. Il tapota les documents d'assurance. Les documents d'assurance contrefaits sont de la fraude, clairement. Les comptes offshore sont du vol, probablement du blanchiment d'argent aussi. Mais attraper Torres en flagrant délit? Il réfléchit un moment,
se frotta le menton. J'entendais l'horloge de grand-père dans le couloir, celle que j'avais héritée de mon père, marquer chaque seconde. « Il faudrait tendre un piège, » dit-il enfin. « L'amener à s'incriminer. Le faire parler, enregistrer ses propres mots. C'est risqué, mais c'est la seule façon d'avoir des preuves irréfutables. »« Combien de temps on a ?» demandai-je, ma voix plus rauque que je ne le voulais. Difficile à dire, mais d'après ce que Michel a découvert, il planifie quelque chose bientôt, probablement dans les semaines qui viennent. Au cours de la semaine suivante, je devins acteur dans ma propre vie, jouant un rôle dans une pièce où l'enjeu était ma survie. Chaque matin, je me réveillais et me demandais si c'était réel, si la femme allongée à côté de moi prévoyait vraiment ma mort. Puis je me souvenais du visage de Michel sur cet écran, de l'urgence dans sa voix mourante, et je savais que c'était vrai. Je souriais à Vanessa au petit déjeuner, lui demandais comment elle avait dormi, commentais la météo. Je prenais les fausses vitamines qu'elle me tendait avec un verre d'eau, grimaçant comme si elles avaient mauvais goût, me plaignant qu'elles étaient difficiles à avaler. Jake m'avait donné des pilules placebo identiques que je substituais quand elle ne regardait pas, gardant les vraies dans une enveloppe scellée pour les preuves. Je me plaignais de me sentir fatigué, de douleurs dans la poitrine qui n'existaient pas. Je la laissais s'inquiéter pour moi, avec ce visage préoccupé qu'elle faisait si bien, suggérer que je voie un médecin, m'encourager à me reposer davantage. Tout cela pendant que l'équipe de Jake travaillait dans l'ombre, rassemblant des preuves, construisant un dossier. Je dis à Vanessa le mardi soir que je prenais l'avion pour Marseille vendredi matin. « Élise m'a invité, mentis-je. Les enfants veulent me voir, ça fait des mois. » Elle sembla excitée, presque trop excitée. Elle m'encouragea à rester tout le week-end, peut-être même jusqu'à lundi, passer du temps de qualité avec ma fille et mes petits-enfants. « Tu travailles trop dur, » dit-elle, touchant ma joue avec une tendresse qui me donnait maintenant envie de vomir. « Tu as besoin de repos. » Kyle passa par hasard jeudi soir. Inhabituel pour lui, il venait rarement en semaine. Ils étaient tous deux très prévenants, très inquiets pour ma santé. « Tu as l'air fatigué, Lucas, » dit Kyle. « Le voyage ne sera pas trop dur pour toi ?»« Je vais bien, » dis-je. « Juste besoin de voir ma famille. » Après le départ de Kyle, Vanessa me prépara du thé, insista pour que je prenne mes vitamines. Je les pris, les cachant sous ma langue, les crachant plus tard dans le lavabo de la salle de bain. Chaque petite tromperie me faisait me sentir sale, mais vivant. Vendredi matin, je partis pour l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec ma petite valise, embrasser Vanessa sur le seuil. « Je t'appellerai quand j'arriverai, » dis-je. « Fais bon voyage, mon amour, » répondit-elle. Je conduisis jusqu'à l'aéroport, me garai au parking longue durée comme prévu, laissai ma voiture là pour que tout semble normal si quelqu'un vérifiait. Puis, je pris un taxi jusqu'à un petit hôtel Ibis à Meaux, à 15 km de ma maison à Lagny-sur-Marne. Jake avait réservé la chambre sous un faux nom. Pendant ce temps, son équipe, 2 anciens flics en qui il avait confiance, installait les caméras et les micros. Ils avaient travaillé toute la nuit précédente pendant que Vanessa dormait, entrée avec un double de clés que j'avais fait faire. Des caméras minuscules dans le salon, la cuisine, ma chambre, l'entrée. Des micros cachés dans les plantes, derrière les cadres photos. Ma maison était devenue un studio d'enregistrement. Jake me rejoignit à l'hôtel vers midi. Nous nous assîmes dans une camionnette de surveillance, garée sur un chemin de terre, avec vue sur ma maison, regardant les écrans qui montraient chaque pièce. « Maintenant, on attend, » dit Jake. Vanessa agit plus rapidement que prévu. À 12h30, alors que je mangeais un sandwich sans goût dans la camionnette, une Mercedes noire se gara devant ma maison. Torres en sortit. Même sur l'écran, il était intimidant. Un homme imposant, peut-être 1,90 m, large d'épaules, des tatouages tribaux remontant sur son cou. Des yeux froids, calculateurs. Un visage qui avait vu de la violence et n'en était pas troublé. Il discutait de comment faire passer ça pour un cambriolage qui avait mal tourné. « Il faut que ça ait l'air réel », disait Vanessa, sa voix calme et professionnelle. Des tiroirs ouverts,
des bijoux pris, son portefeuille, comme si tu cherchais des objets de valeur et qu'il t'a surpris. Torres parcourait ma maison comme s'il planifiait une opération militaire, notant les angles, les lignes de vue, où se cacher. La porte de derrière demanda-t-il. Je la laisserai déverrouiller, dit Vanessa. Samedi soir, 22 heures. J'aurai un alibi en béton. Et le fils? Kyle établira son propre alibi. Il sera à une fête d'anniversaire avec 50 témoins. Des photos partout sur les réseaux sociaux. Il sait exactement quoi faire. Et vous? Je serai au dîner mensuel avec mon club de lecture au restaurant Le Jardin. 8 femmes qui peuvent toutes confirmer que j'étais là jusqu'à 23 heures. On commande toujours du vin, on reste tard. Parfait. Torres hocha la tête, professionnel. Le timing? Samedi soir donc. Il rentre de Marseille samedi après-midi, sera fatigué du voyage. Raymond, tu entres par la porte de derrière vers 22 heures exactement. Je pars pour le dîner à 19h30, je rentre vers 23h15. Ça te donne 3 heures. Fais que ça ressemble à une recherche d'objets de valeur qui a mal tourné. Il t'a surpris en train de fouiller. Tu as paniqué. Tu as réagi. Assure-toi juste qu'il ne souffre pas trop longtemps. Elle dit cela si calmement, comme si elle parlait de faire réparer la plomberie. Je ne le hais pas, ajouta-t-elle, arrangeant des fleurs dans un vase avec ses mains manucurées. Il est juste sur le chemin. C'est tout. Un obstacle à enlever. Torres rit, un son bas et rauque. Madame, pour 200 000 euros, je peux faire que ça ressemble à un accident de voiture si vous voulez. Une chute dans les escaliers. Une noyade dans la baignoire. J'ai de l'expérience. Non, dit Vanessa fermement. Il faut que ce soit un cambriolage. Net, simple, crédible. La police doit conclure à un crime opportuniste. Pas de complications. Comme vous voulez, vous payez. Je regardais cette femme avec qui j'avais partagé un lit pendant 3 ans, qui m'avait dit qu'elle m'aimait chaque matin, qui avait rencontré ma fille et joué avec mes petits-enfants, discuter de mon meurtre comme si elle planifiait un dîner entre amis. Comme si ma vie n'était qu'un problème logistique à résoudre. La main de Jake était sur mon épaule, me serrant fort. « Du calme », dit-il doucement, sentant que j'étais prêt à sortir de la camionnette et tout confronter immédiatement. « Lucas, du calme. On en a assez maintenant. Plus qu'assez. Laisse-les finir. On a besoin de tout sur bande. »« Elle parle de me tuer, » murmurai-je, ma voix cassée. Comme si c'était rien. « Je sais, mais elle va payer, je te le promets. »« Mon Dieu, » dit-elle enfin, « c'est du meurtre avec préméditation, complot criminel, on peut tous les avoir. » Le soir venu, nous avions un plan détaillé. Sarah coordonnerait une équipe en civil. Il serait en position samedi soir, caché, prêt. Samedi matin, je fis semblant de revenir de Marseille. J'avais vraiment appelé Élise pour lui demander de m'envoyer quelques photos récentes des enfants, sans expliquer pourquoi. Elle m'avait envoyé des dizaines de selfies, de photos du parc, du déjeuner. Mon alibi était parfait. Vanessa m'accueillit à la porte avec un baiser sur les lèvres, demanda des nouvelles de ma fille et des enfants avec ce qui semblait être un intérêt sincère. « Comment va Élise? Les petits ont grandi ?» Je lui parlais du merveilleux week-end que j'avais supposément passé, lui montrai les photos sur mon téléphone. Elle sourit, fit des commentaires sur comme mes petits-enfants étaient mignons. Elle ne savait pas qu'Élise fournissait involontairement mon alibi pour un piège. « Tu as l'air fatigué, » dit Vanessa avec sollicitude. « Le voyage t'a épuisé ?»« Un peu, » admis-je. « Je crois que je vais me coucher tôt ce soir. » « Bonne idée. Je vais à mon club de lecture ce soir, tu te souviens? Je serai parti vers 19h30. Amuse-toi bien. » À 19h25, elle monta se changer, descendit en robe noire élégante, talons hauts, parfum coûteux. « Ne m'attends pas, dit-elle. On reste toujours tard, tu sais comment sont les filles quand on commence à bavarder. Je serai probablement rentré vers 23 heures. Elle m'embrassa encore, et je dus me forcer à ne pas reculer. À 21h58,
J'entendis le son subtil de la porte de derrière s'ouvrir. Vanessa l'avait laissé déverrouiller comme promis. Des pas lourds, prudents. Torres se déplaçant dans ma maison, dans mon refuge. Jake m'avait dit de rester immobile, de laisser Torres monter, de le laisser entrer dans la chambre. On veut la tentative de meurtre, pas juste l'intrusion, avait-il expliqué. Il doit venir vers toi avec l'intention. J'entendais Torres au rez-de-chaussée, ouvrant des tiroirs dans le salon pour faire croire à un cambriolage. Le bruit du verre cassé, il brisait quelque chose pour la mise en scène. Puis les pas commencèrent à monter l'escalier. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il pourrait l'entendre, que ça me trahirait. Je respirais doucement, gardant les yeux mi-clos, faisant semblant de dormir. Torres arriva au palier. Je l'entendis respirer devant ma porte de chambre, hésiter. Puis la poignée tourna lentement. La porte s'ouvrit. Même dans l'obscurité, je pouvais voir sa silhouette massive. Il portait un pied de biche dans une main, des gants noirs. Il s'avança dans la chambre, regardant le lit, me regardant. « Lucas Lecomte » dit-il doucement, testant si j'étais éveillé. Je ne bougeais pas. Mon sang rugissait dans mes oreilles. Il fit 2 pas de plus vers le lit, levant le pied de biche. C'est alors que les lumières s'allumèrent avec une violence aveuglante et que l'inspectrice Moreau sortit de mon placard avec son arme pointée directement sur Torres, sa collègue juste derrière elle. « Police nationale, ne bougez pas! Lâchez l'arme !» Torres se figea, choqué. Le pied de biche tomba sur le tapis avec un bruit sourd. « À genoux! Main derrière la tête! Maintenant !» Jake et son équipe entrèrent en trombe par la porte de la chambre, arme dégainée. Torres fut plaqué au sol, menotté en quelques secondes. Il ne résista pas. Un professionnel qui savait quand il était pris. Je m'assis dans le lit, tremblant de partout, incapable de croire que c'était fini. Les heures suivantes furent un chaos contrôlé. Torres arrêté, lut ses droits dans ma chambre même. Des agents de la police scientifique envahissant ma maison, photographiant tout, prélevant des preuves. Des lumières bleues et rouges clignotant dehors. Jake coordonnait tout depuis mon salon, parlant dans son téléphone, donnant des ordres. À 23h10, Vanessa rentra à la maison. Je l'observais depuis la fenêtre du salon. Elle se garait dans l'allée, sortait de sa voiture avec son sac à main, puis se figeait en voyant les voitures de police, l'activité. Elle courut vers la porte. Un agent l'arrêta. « Madame, votre nom ?»« Vanessa Lecomte. J'habite ici. Qu'est-ce qui se passe ? Mon mari !»« Entrez, madame. » Son visage, quand elle me vit vivant, debout dans le salon avec Jake et l'inspectrice Moreau, était quelque chose que je n'oublierai jamais. D'abord le choc pur, les yeux écarquillés, la bouche ouverte. Puis le calcul rapide dans ses yeux, cherchant une explication, une histoire. Puis la peur pure quand elle vit Torres menotté sur mon canapé, des agents partout. « Lucas » commença-t-elle, la voix faible. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Tu le sais très bien, » dis-je calmement. Kyle fut ramassé à sa fête d'anniversaire à minuit par une unité en civil. Ils l'amenèrent à la maison menotté, confus et effrayé, ses amis probablement filmant tout. Il vit sa mère assise dans mon bureau, l'inspectrice Moreau debout à côté d'elle, et son visage devint blanc comme neige. Dans mon bureau, l'inspectrice Moreau fit écouter les enregistrements à tous les deux. Chaque mot, chaque plan, chaque détail de comment ils allaient me tuer. Le visage de Vanessa perdit toute couleur, toute vie. Elle devint comme une statue de marbre. Kyle commença à pleurer avant même que l'enregistrement soit fini, des sanglots bruyants et désespérés, blâmant sa mère, disant que tout était son idée, qu'elle l'avait manipulé, qu'il ne voulait pas vraiment me faire du mal. « C'est elle !» cria-t-il. « Tout était son plan. Je voulais juste. Elle a dit que ce serait facile, que personne ne saurait jamais. » Vanessa resta silencieuse pendant tout ça, composée malgré tout. Même alors, même prise en flagrant délit avec des preuves irréfutables, elle garda son masque. « Je veux mon avocat »,
fut tout ce qu'elle dit, calmement, presque poliment. Je ne dirai rien sans mon avocat. Mais elle n'avait pas besoin de parler. Nous avions tout. Les semaines suivantes se déroulèrent comme un cauchemar à l'envers, terrible mais nécessaire, douloureux mais juste. Le procureur de la République inculpa Vanessa Dubois et Kyle Dubois de complot en vue de commettre un meurtre, tentative de meurtre, empoisonnement, fraude à l'assurance, vol qualifié et contrefaçon de documents. Torres, face à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, fit un accord avec le procureur. Il témoignerait contre Vanessa sur tout en échange d'une peine réduite. Et il avait beaucoup à dire. Comment Vanessa l'avait trouvé par des connexions de son passé trouble, des gens qu'elle connaissait de ses années à Monaco. Comment elle l'avait payé 150 000 € pour tuer son premier mari, Édouard Martel, 10 ans plus tôt. Torres décrivit en détail comment il avait organisé l'accident de voiture qui avait tué Édouard, comment Vanessa avait touché l'assurance vie. Les enquêteurs ne pouvaient pas prouver ce meurtre. Trop de temps avait passé, trop de preuves disparues. Mais le témoignage de Torres ouvrit d'autres portes. L'enquête sur les précédents maris de Vanessa fut rouverte avec vigueur. Des détectives fouillèrent dans des dossiers vieux de 15 ans. Ce qu'ils trouvèrent était absolument glaçant, me donnant des frissons même des mois plus tard quand je lisais les rapports. 4 mariages au total. Jean-Claude Dubois, son premier mari à 28 ans, mort dans un incendie de maison suspect. Bernard Martel à 35 ans, mort d'un arrêt cardiaque soudain malgré aucun antécédent. Édouard Martel, le frère de Bernard qu'elle avait épousé 1 an après sa mort, accident de voiture. Et puis moi. 2 autres hommes qu'elle avait épousés avaient survécu, mais seulement parce qu'ils avaient divorcé rapidement. Michel avait trouvé leurs noms, leurs histoires. Tous deux étaient partis avec presque rien après des règlements de divorce où Vanessa avait pris des sommes substantielles, 300 000 € de l'un, 450 000 de l'autre. Elle était une prédatrice, patiente et méthodique comme une araignée, tissant ses toiles autour d'hommes seuls et vulnérables. Elle les épousait, les isolait lentement de leurs familles et amis, prenait le contrôle de leurs finances, puis les tuait pour l'argent ou les divorçait quand tuer devenait trop risqué. Et j'avais été sa prochaine proie, sa prochaine victime, sauvée seulement par l'amour d'un ami mourant. Le témoignage de Kyle au procès révéla qu'il avait été au courant des plans de sa mère depuis le tout début, depuis le jour où elle m'avait rencontré dans cette galerie d'art. Il avait participé volontairement, activement, pour sa part de l'argent de l'assurance, 500 000 € qu'elle lui avait promis. Il avait 22 ans et avait aidé à planifier mon meurtre, aussi désinvolte que quelqu'un planifierait des vacances, choisissant des dates sur un calendrier, discutant de détails logistiques. Au moment de la sentence, le juge fut sans pitié. Vanessa Dubois, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Kyle Dubois, 25 ans de prison. Raymond Torres, prison à vie plus 30 ans pour ses crimes antérieurs. Vous avez trahi la confiance de la manière la plus fondamentale, dit le juge à Vanessa. Vous avez utilisé l'amour et le mariage comme armes. Vous avez transformé l'intimité en piège mortel. La société doit être protégée de prédateurs comme vous. Après que tout fut fini, après que les appels furent rejetés, après que Vanessa et Kyle furent transférés dans des prisons différentes, j'allais rendre visite à Sylvie, la veuve de Michel. C'était un samedi après-midi ensoleillé, le genre de journée que Michel aurait aimé. Elle habitait toujours leur maison à Fontainebleau, une belle propriété avec un grand jardin. Je la trouvais dehors, s'occupant des roses que Michel avait aimé cultiver, des roses rouges et blanches qui embaumaient l'air. Elle avait 70 ans, élégante même dans le chagrin, ses cheveux gris coiffés simplement, portant les perles que Michel lui avait offertes pour leur 40e anniversaire. « Lucas, dit-elle en me voyant, souriant malgré les larmes dans ses yeux. Je me demandais quand tu viendrais. Nous nous embrassâmes, nous assîmes sur le banc de jardin que Michel avait construit de ses mains. Il savait qu'il mourrait, dit-elle doucement, regardant les roses. Le cancer s'était répandu partout. Les médecins lui donnaient 3 mois au maximum. Mais quand il a commencé à avoir des doutes sur Vanessa,
Quand il a vu quelque chose qui l'a inquiété, il a passé ses dernières bonnes semaines à te protéger au lieu de se reposer, au lieu de profiter du temps qui lui restait avec moi et les enfants. Je suis désolé, dis-je, ma voix cassée. Ne le sois pas, elle toucha ma main. C'est qui il était. C'est l'homme que j'ai aimé pendant 48 ans. Il ne pouvait pas rester les bras croisés et te laisser être détruit. Ça l'aurait tué de toute façon, plus sûrement que le cancer. Nous restâmes là dans le soleil de septembre, exactement 1 an après la mort de Michel. Les roses se balançaient dans la brise légère. Un oiseau chantait quelque part. Et je pleurais pour mon ami, pour le frère qui avait sauvé ma vie quand il ne pouvait pas sauver la sienne. Je pleurais pour le temps perdu, pour les conversations que nous n'aurions jamais, pour les années volées par le cancer et par ma stupidité à ne pas voir le danger plus tôt. Je vendis la maison à Lagny-sur-Marne 6 mois après le procès. Ne pouvais plus y vivre, ne pouvais plus dormir dans un lit où Vanessa avait dormi à côté de moi, planifiant ma mort. Ne pouvais pas marcher dans des pièces où mon meurtre avait été discuté comme un projet d'affaires. J'achetais un endroit plus petit à Melun, un appartement au 3e étage avec vue sur la Seine, avec de bonnes serrures et un système de sécurité installé par Jake. Simple, sûr, mien. Je donnais la plupart de l'argent volé par Vanessa, les 230 000 € récupérés par les autorités, à la recherche sur le cancer au nom de Michel. L'Institut Curie, où Michel avait été traité. Le reste, j'utilisais pour créer une fondation. Le Fonds de justice Michel Dubois, dédié à aider les victimes d'abus financiers envers les personnes âgées. Nous enquêtions sur les cas suspects, fournissions des ressources légales, éduquions les gens sur les signes avant-coureurs. Ma fille Élise vint de Marseille avec ses enfants, resta avec moi pendant des semaines cet hiver-là. Nous parlâmes longuement de ma solitude après la mort de sa mère, de comment j'avais été vulnérable, de comment les prédateurs comme Vanessa ciblent spécifiquement les gens comme moi, veufs, seuls, désespérés pour de la compagnie. « Papa, ce n'était pas ta faute, dit-elle, tenant ma main. Elle était une menteuse professionnelle. Tu ne pouvais pas savoir. Michel savait, dis-je amèrement. Il a vu ce que je ne pouvais pas voir. Parce qu'il te regardait de l'extérieur. L'amour rend aveugle, papa. C'est ce qu'on dit, non? Elle m'aida à guérir, petit à petit, jour après jour. Mais la vraie guérison vint du sens, du but. La fondation grandit plus vite que je ne l'aurais imaginé. Nous aidâmes des dizaines de personnes la première année, puis des centaines. Des gens qui avaient été escroqués par des partenaires amoureux, des membres de la famille, des soignants, des escrocs professionnels. Nous financions des enquêtes privées, fournissions un soutien juridique gratuit, organisions des programmes éducatifs dans les centres pour seniors, les clubs de retraités. Chaque personne que nous aidions, chaque vie que nous sauvions peut-être, je pensais à Michel. 1 an après le procès, j'étais au bureau de la Fondation, un petit local rue de Rivoli que nous louions, quand Jake Rodriguez appela. « J'ai pensé que tu voudrais savoir, » dit-il. « Vanessa a essayé d'obtenir un transfert de prison, prétendant avoir des problèmes de santé. Quand ça a été refusé, elle s'est mise en colère et a raconté toute l'histoire à une autre détenue. À propos des maris, des plans, des meurtres, tout. Elle se vantait apparemment, essayant d'impressionner. La détenue l'a rapportée au gardien pour réduire sa propre peine. Et les procureurs de 3 autres départements construisent maintenant des dossiers contre elle. Ils rouvrent les morts suspectes de Jean-Claude et Bernard. Ils ont de nouveaux témoins, de nouvelles preuves. Elle pourrait ne jamais, jamais voir l'extérieur d'une prison, Lucas. Elle va mourir là-dedans. « Bien, » dis-je simplement, sans joie mais avec satisfaction. C'est ce qu'elle mérite. Ce soir-là, je pris ma voiture jusqu'au cimetière du Père-Lachaise où Michel était enterré. La pierre tombale était en granit noir poli, simple et élégante, portant Michel Dubois, époux et ami bien-aimé, 1958-2023. Un homme qui protégeait ceux qu'il aimait jusqu'à son dernier souffle. Je m'assis sur le banc de pierre à proximité
regardait le coucher de soleil filtrer à travers les arbres anciens du cimetière, dorant les feuilles d'automne. « Tu as sauvé ma vie, mon frère, dis-je à la pierre tombale, ma voix se brisant. Et tu m'as montré comment en sauver d'autres. Je ne gaspillerai pas le temps que tu m'as donné. Chaque jour est un cadeau de toi maintenant. Je ne l'oublierai jamais. » Le vent bruissa dans les arbres, faisant tomber des feuilles dorées. Et pendant un moment, je pus presque entendre sa voix, ce ton moqueur et affectueux qu'il prenait toujours avec moi. « Je n'en ai jamais douté une seconde, Lucas. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu l'as toujours été. » J'ai 66 ans maintenant, bientôt 67. Je dirige toujours la fondation Michel Dubois, j'aide toujours les gens qui ont été ciblés par des prédateurs comme Vanessa. L'année dernière, nous avons aidé 347 personnes, empêché peut-être une douzaine de meurtres ou d'escroqueries majeures. J'ai appris à être plus prudent, plus conscient des drapeaux rouges. J'ai aussi appris que le meilleur hommage à un ami n'est pas le chagrin éternel. C'est de vivre d'une manière qui honore ce en quoi il croyait, ce pour quoi il s'est battu. Michel croyait à protéger les gens, à défendre ce qui était juste, même quand ça coûtait tout. Son dernier acte sur Terre fut de me protéger au prix de sa propre paix. Et j'ai passé chaque jour depuis à essayer d'être à la hauteur de ce cadeau extraordinaire. La maison où je vis maintenant est plus petite, plus simple, mais c'est la mienne. J'ai une bonne sécurité, 3 verrous, un système d'alarme, des caméras que Jake a installées lui-même. Je fais du bénévolat 3 jours par semaine à la fondation. Je passe du temps avec Élise et mes petits-enfants. Ils viennent me voir un week-end sur 2, remplissant mon appartement de rire et de vie. Je suis seul dans le sens où je n'ai pas de partenaire, mais je ne suis pas solitaire. J'ai des amis, du but, du sens. Et je suis vivant grâce à une clé USB, l'amour d'un meilleur ami, et la vérité qui est arrivée exactement quand j'en avais le plus besoin. Parfois, tard le soir quand je ne peux pas dormir, je sors encore cette clé USB et regarde la vidéo de Michel. Pas les avertissements sur Vanessa, j'ai donné tout ça aux autorités. Ces fichiers sont maintenant des pièces à conviction scellées dans des archives judiciaires. Mais à la fin de la vidéo, après toute l'information formelle, après tous les avertissements et les preuves, il y avait un message personnel que je n'ai jamais partagé avec personne. Même pas avec Sylvie. C'était juste pour moi. « Lucas », dit Michel sur l'écran, son visage émacié par le cancer, mais ses yeux toujours vifs, toujours lui. « Si tu regardes ceci, ça veut dire que je suis parti. Ça veut dire que mon temps est fini. » Il sourit, ce sourire un peu de travers qui le caractérisait. On a eu une bonne course ensemble, pas vrai? De gamin fauché dans le 93 à millionnaire à Saint-Cloud. De célibataire idiot à mari et père. 43 ans d'amitié. Tu sais ce que je regrette, Lucas? Rien. Je ne regrette rien du tout. Même pas cette fois où tu as mis le feu à ma cuisine en essayant de faire des crêpes. Il rit, puis tousse. Alors, quand je ne serai plus là, n'ose pas gaspiller du temps à me pleurer trop longtemps. Pleure-moi, oui. Honore-moi, oui. Mais ensuite, vis. Retrouve la joie. Trouve quelqu'un de bien cette fois. Mais sois intelligent. Fais confiance à ton instinct. Et si quelque chose semble trop beau pour être vrai, appelle Jake. Il se penche vers la caméra, comme s'il me confiait un secret. Je l'ai déjà payé, tu sais. Jake. Je lui ai laissé assez d'argent pour garder un œil sur toi pendant les 5 prochaines années, pour vérifier tes futures relations, pour s'assurer que personne d'autre ne t'arnaque. Considère-le comme mon cadeau d'adieu, ma protection qui continue même après ma mort. Le rire de Michel se transforma en toux profonde. Quand il récupéra, ses yeux étaient humides, brillants. Tu es mon frère, Lucas, pas par le sang, mais par choix. Et le choix, c'est plus fort que le sang. Le sang, c'est un accident. Le choix, c'est intentionnel. Alors j'ai choisi, il y a 43 ans, de te considérer comme mon frère. Et je choisis maintenant, avec mes dernières forces, de dépenser mon temps restant à m'assurer que tu es en sécurité, que tu vas survivre, que tu vas prospérer. Il s'essuie les yeux avec le dos de la main.
C'est ce que font les frères, Lucas. Ils se protègent, ils se couvrent, comme on l'a toujours fait depuis le premier jour. Alors maintenant, je te couvre une dernière fois. Et je veux que tu me promettes quelque chose. Promets-moi de vivre. Promets-moi de trouver le bonheur. Promets-moi de ne pas passer le reste de ta vie seul par peur. D'accord? C'est mon dernier ordre pour toi. La vidéo montre Michel saluant la caméra, ce vieux geste militaire de nos jours d'armée dans les années 80. Avant l'entreprise technologique qui nous a rendus riches, avant l'argent et le succès, quand nous n'étions que deux gamins de banlieue qui s'étaient promis de se couvrir mutuellement, toujours. Au revoir mon frère, dit Michel. Pas adieu, on se reverra un jour, mais pas tout de suite. Toi, tu vis d'abord. Pour nous deux, c'est un ordre. L'écran devient noir. J'ai gardé cet ordre. J'ai vécu. Chaque jour est un cadeau maintenant, un cadeau de Michel. Et chaque personne que la Fondation aide, chaque armaque que nous découvrons, chaque personne vulnérable que nous protégeons, c'est aussi l'héritage de Michel qui continue. Parce que la vraie amitié ne se termine pas avec la mort. Elle change juste de forme. Elle devient un but, une mission, une protection qui continue, une promesse tenue jour après jour. Et j'ai l'intention de tenir la mienne aussi longtemps que je respirerai, aussi longtemps que mon cœur battra, jusqu'à ce que je rejoigne enfin mon frère et que je puisse lui dire en face « Mission accomplie, Michel. J'ai vécu. J'ai aidé les autres. Je n'ai pas gaspillé le temps que tu m'as donné. C'est ma promesse. C'est mon serment. C'est comment j'honore l'homme qui m'a sauvé la vie alors qu'il perdait la sienne. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.